Tu viens de faire la visite de la maternité. Tu as été en salle de naissance, puis tu as été voir les salles, et on t'a montré la salle nature, la salle physiologique. On te vend la salle physiologique comme étant l'endroit où on va pouvoir accoucher sans péridurale. Tu t'es un peu projeté, la belle baignoire, le beau décor. La question qui se pose, c'est est-ce que la salle physio soutient réellement la physiologie ? Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Il y a quelques semaines, j'ai enregistré un podcast avec un gynécologue qui mettait justement sur ses réseaux sociaux qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que les gens voulaient encore accoucher à domicile, alors que en fait c'était pas safe, que les choses n'étaient pas mises en place de manière sécuritaire, que c'était à risque, et que de nos jours on avait des salles physio. Et je me suis dit, c'est fou en fait. Les gens pensent que une salle physio, c'est physiologique. On va dire, il y a un problème, il y a un biais, c'est le nom qu'on utilise parce que salle physiologique, alors qu'en fait c'est pas très physiologique, forcément c'est trompeur. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler de ça, de bousculer cette croyance parce que en fait, je crois que sans s'en rendre compte, on fait des mélanges et on pense que en fait le lieu en tant que tel va pouvoir permettre d'avoir une naissance totalement physiologique. Alors que, spoiler, aujourd'hui j'ai envie justement de discuter de ça, de tout ce qui vient perturber finalement la naissance dans ces lieux qui sont à la fois pensés pour être soi-disant physiologiques, mais en fait qui sont dans un système qui malheureusement est tellement médicalisé que c'est impossible en fait que ce soit réellement physiologique. Par essence, c'est tellement différent que forcément, il y a un moment donné où les deux systèmes se heurtent. Je sais qu'il y a des endroits où on doit réserver la salle nature. Je sais qu'il y a des moments où on doit la négocier en fonction de sa situation, etc. Et que vous préparez votre projet de naissance, puis que le système, en fait, parfois il se referme autour des parents parce que justement le système, il n'est pas créé à la base pour soutenir la physiologie. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. On est dans un système qui est médicalisé, qui est basé sur le risque, sur le fait que on considère que tout le monde est potentiellement à risque, et tout est calculé de cette manière-là. Du coup, on peut avoir une magnifique baignoire et ne pas avoir le droit d'y rentrer parce que on a rompu sa poche, ou parce qu'on est strepto-positive, ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, tout est, je vous le dis tout de suite, tout est réellement aménageable. C'est pas parce qu'on a sa poche rompue qu'on peut pas aller dans l'eau, c'est pas parce qu'on est streptobé qu'on peut pas aller dans l'eau, c'est pas parce que... Enfin voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que j'ai l'impression que parfois la baignoire c'est un peu comme le Graal. Et j'aimerais d'ailleurs préparer un épisode de podcast spécifiquement sur la naissance dans l'eau, donc si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné au podcast, abonnez-vous parce que je vous ai promis dans les prochaines semaines, je vous sors un épisode spécifiquement sur l'accouchement dans l'eau. Mais donc, la salle juste magnifiquement décorée ou soi-disant pensée pour la physiologie, j'ai encore vu une maternité qui avait fait une vidéo Instagram sur le sujet et puis qui montrait justement le lieu, le fait qu'il y avait des écharpes sur lesquelles on pouvait se suspendre, le fait qu'il y avait une magnifique fresque sur le mur, et puis il montre la baignoire, et en fait moi je suis restée bloquée sur cette vidéo en mode mais en fait on n'a rien compris. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait c'était pas une simple baignoire, c'était une baignoire qui était préformée pour mettre les femmes dans des positions. Et d'ailleurs la sage-femme qui faisait la vidéo montrait, alors elles peuvent se mettre comme ça ou comme ça, et notamment en fait presque en position gynécologique dans l'eau. Il y avait de quoi soutenir les pieds pour qu'elle puisse prendre appui et puis en fait la mettre dans une position comme en position gynécologique. Je me suis dit même dans l'eau en fait on va imposer une position aux femmes. On n'est pas capable de juste se dire je peux utiliser un miroir. Quand vous regardez souvent les vidéos de naissance dans l'eau,
les sages-femmes utilisent un miroir pour pouvoir voir là où en fait elle peut pas voir, parce que la femme elle n'est pas en train de s'exposer entièrement. Et ça fait partie de la physiologie de ne pas s'exposer entièrement, déjà. Qui a envie qu'on regarde comme ça son entrejambe pendant tout le temps de la poussée? Pas beaucoup de gens, je crois. Mais donc de manière discrète, c'est peut-être déjà un petit peu mieux. En plus de ça, les positions où on voit tout, en général, c'est pas des positions qui favorisent réellement la descente du bébé. Donc si on veut jouer un peu avec la gravité, on va éviter ces positions-là. Mais en plus de ça, dans cette salle nature, il y avait une énorme baie vitrée. Alors énorme. En fait, c'était des châssis tout en longueur comme ça, avec une très belle vue, j'imagine, mais qui n'était pas occultant. Donc je me suis dit, c'est bien beau, en fait, il y a une belle fresque, il y a une belle baignoire préformée, et puis il y a cette grosse baie vitrée non occultante. Donc il y a un des éléments, un des besoins fondamentaux de la femme qu'on a oublié là-dedans, c'est le besoin d'obscurité. Donc ça me donne envie de vous parler avant de parler de cette salle, c'est de parler vraiment du corps, de qu'est-ce qui se passe dans le processus de la naissance. Parce que quand on ne comprend pas ce qui se passe physiologiquement pendant un accouchement, en fait, on ne peut pas comprendre pourquoi l'environnement il compte autant. Et pourquoi est-ce que la salle physio, c'est parfois pas si physio que ça. La naissance, c'est un processus qui est instinctif, qui est involontaire. C'est pas toi qui décides de dilater, tu te dis pas « Ah là, je vais me faire un petit centimètre », pas du tout. C'est pas toi non plus qui ordonne à ton bébé de descendre. En fait, c'est le corps, c'est les hormones, c'est un jeu d'hormones dans la plupart des cas et c'est mécanique. C'est tout ça qui fait le travail. Et ce processus, il est dirigé principalement par le système limbique, par le cerveau reptilien, archaïque, le cerveau primitif, le cerveau des mammifères, celui qui réfléchit pas mais qui fait par l'instinct, qui ressent puis qui s'adapte et puis qui agit en fonction de ce qu'il ressent. Le problème, c'est que nous, on a un néocortex très développé, le cerveau qui analyse, qui raisonne, et qui observe, qui juge, tout ça. Mais en fait, c'est un cerveau qui est tout le temps en train d'analyser, tout le temps en train de se dire est-ce que ça c'est normal? Quand on examine une femme et puis qu'on lui dit à combien de centimètres elle est, il faut pas beaucoup de temps pour finalement commencer à faire une règle de 3 dans sa tête, à dire ça fait autant d'heures que j'ai des contractions, je suis à autant de centimètres, donc il me reste encore au moins autant d'heures pour arriver à accoucher. Et en fait, c'est ça qui nous empêche d'accoucher sereinement, nous, les homo sapiens beaucoup trop évolués. C'est notre cerveau qui réfléchit, notre néocortex. Parce qu'on se pose trop de questions, parce qu'on nous pose trop de questions, parce qu'on est en train d'être stimulé, etc. À cause de la lumière, à cause du bruit, à cause de l'intrusion, à cause des personnes qui sont autour dans la pièce. En fait, ça perturbe le processus. C'est pour ça que la femme qui accouche, elle a besoin d'un environnement qui réduit l'activité néocorticale. Pas d'avoir un environnement joli ou d'un environnement qui en jette là et qui donne l'impression qu'on est des jet stars là. Pas du tout. Elle a besoin d'un environnement qui est discret, qui est sombre, qui est intime en fait, chaud et calme. C'est pour ça que la femme qui accouche, souvent chez elle par exemple, des fois elle se visualise dans un lieu, puis finalement elle va finir dans la salle de bain, en semi-pénombre, etc. Ça arrive très souvent. En fait, les actrices principales dans l'accouchement, ce sont les hormones. Et je vais te les présenter les unes après les autres parce que, en fait, chaque hormone, elle a un rôle précis et en même temps, chacune peut aussi être perturbée. Et c'est ça qui est important. Alors, celle qu'on connaît le plus, c'est l'ocytocine, l'hormone de l'amour. C'est l'hormone centrale de l'accouchement, d'accord? Elle déclenche les contractions utérines, évidemment, et elle est responsable aussi du réflexe d'expulsion du bébé. Elle atteint son taux le plus élevé de toute la vie juste après la naissance. Et pendant l'accouchement, évidemment, c'est très fort. Et ce pic, c'est ce qui va créer justement l'attachement immédiat, le fait qu'on s'amourage de son bébé, etc. Puis qui va aussi mettre de la sécurité dans l'état dans lequel est la femme quand elle vient d'accoucher puis qu'elle n'a pas encore délivré pour éviter en fait qu'elle saigne. C'est le fait que l'utérus reste contracté. Elle est libérée de manière pulsatile. D'accord, c'est par vague, c'est rythmé naturellement, d'accord. C'est très différent et complètement différent en fait d'une perfusion d'ocytocine de synthèse qui est utilisée pour le déclenchement ou pour potentialiser le travail quand on le met à l'hôpital en fait. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle est donnée en continu. Alors on va augmenter petit à petit la dose, mais en fait la pompe, elle délivre pas de manière pulsatile. Elle délivre au fur et à mesure la dose qui est demandée en termes de millilitres par heure. C'est déjà une grosse différence. Et pourtant, on a l'illusion qu'on fait comme le corps quand on fait ça. Bon, on reviendra sur ce problème-là une autre fois, mais déjà, je pense que c'est intéressant de se questionner là-dessus.
Mais l'ocytocine, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que c'est une hormone qui est timide. Parce qu'en fait, pour se libérer, elle a besoin de sécurité. Elle est court-circuitée très facilement en cas de peur, de stress, et si l'adrénaline est trop élevée. L'ocytocine, c'est l'hormone que vous sécrétez quand vous faites l'amour. Si vous savez qu'à chaque instant et à n'importe quel moment, quelqu'un va pouvoir rentrer dans la pièce, alors à moins qu'on aime les petits jeux, et on a le droit d'aimer, mais à moins qu'on aime bien justement avoir l'idée que c'est excitant de se faire surprendre, la plupart du temps, on a envie d'être safe, d'être sûr qu'il n'y a personne qui va venir par inadvertance dans la chambre, etc. Spoiler, c'est pas ce qui se passe dans les hôpitaux, parce qu'en fait, à tout moment et à chaque instant, quelqu'un peut rentrer dans la pièce. Et donc, on se rend bien compte que la jolie salle bien décorée, c'est pas ça qui va faire qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent dans l'intimité, qu'on se sent pas observé, qu'on se sent pas... Voilà. Tout ce qui fait que l'ocytocine est timide et peut diminuer. Alors l'adrénaline, c'est l'hormone de l'alerte, c'est l'hormone de la peur, c'est l'hormone de la fuite. C'est une hormone qui peut faire peur et souvent on la décrit comme un peu l'ennemi, mais en fait, en fin de travail, il y a un gros pic d'adrénaline au moment de la phase de désespérance. Elle est normale et elle est utile parce qu'elle va aider la mère à récupérer de l'énergie, à se réveiller aussi, parce que souvent elle est tellement dans un état de conscience altéré qu'elle a l'air complètement stone. Donc en fait l'adrénaline va la réveiller, puis va aussi aiguiser son attention. Et puis cette adrénaline va vraiment aider le bébé à maintenir un bon taux d'oxygène et à gérer la descente dans le bassin de sa mère. C'est le moment le plus physique en fait pour le bébé. Mais donc si on a un taux trop élevé d'adrénaline pendant le travail, donc en dehors de cette phase de désespérance et puis de cette fin de travail où en fait là on en a besoin, mais en dehors de ce moment-là, un pic élevé d'adrénaline, en fait à cause de la peur, à cause de la fatigue, à cause de perturbations externes, à cause de la personne qui est à côté puis qui nous regarde de trop, qui vient, enfin voilà, ça va inhiber l'ocytocine et le travail va ralentir, les contractions vont s'espacer. Et ça, c'est pas rien. En fait, l'adrénaline, c'est l'hormone qui permet à la femelle qui est dans la nature et qui sent qu'il y a un prédateur ou quelqu'un qui rôde en tout cas autour d'elle alors qu'elle est en train de se préparer à mettre bas ses petits, eh bien, elle va stopper son travail et ça va lui permettre de se carapater, ce gros pic d'adrénaline. Et nous, on oublie, en fait, qu'on est des mammifères et qu'on fonctionne exactement comme la maman chat ou la maman renarde, etc. Et que, en fait, ce mécanisme primitif de protection, si l'environnement est dangereux, c'est pas le bon moment pour mettre son bébé au monde. Et parfois, en fait, le mécanisme qu'on met en place dans la médicalisation peut créer ça. Et alors, on peut arriver dans des travails qui n'avancent pas, une dilatation qui n'évolue pas, etc. Et en fait, souvent, c'est lié à l'environnement autour et à la pression qu'on met à cette femme. On lui dit, je viens vous réexaminer dans 2 heures, si dans 2 heures ça n'a pas évolué, il va falloir faire ça, il va falloir faire ça. En fait, on ne soutient pas du tout le processus physiologique, on n'est pas du tout en train de lui dire, ça va aller, tout va bien, c'est parfait, etc. On est en train de lui dire, ton corps ne fonctionne pas, si ça ne fonctionne pas dans 2 heures, en fait, je vais devoir intervenir et on va aller vers le step supérieur. Adrénaline, adrénaline, adrénaline. Les troisièmes hormones dont j'ai envie de vous parler, c'est les endorphines, la morphine naturelle. Les endorphines, c'est la réponse du corps à cette double stimulation de l'ocytocine et de l'adrénaline. En fait, elle permet d'altérer l'état de conscience et de faire en sorte que les femmes soient capables de gérer cet état de travail physique, mental, etc. pendant plusieurs heures sans trop s'en rendre compte. C'est ces hormones-là qui font que les femmes décrivent souvent l'accouchement comme une expérience un peu hors du temps. C'est cet état modifié de conscience, c'est un peu comme ce moment un peu juste avant de sombrer dans le sommeil, là. Alors souvent on dit endorphine, morphine naturelle, les femmes me disent « Ah alors c'est grâce à ça que je vais avoir moins mal ». Moi j'aime pas en parler comme moins mal ou quoi que ce soit, j'aime bien juste dire que ça va vraiment aider à altérer l'état de conscience. Oui, en fait elles vont être parfois plus apaisées par rapport à de l'intensité, ou si jamais elles n'ont pas ces endorphines-là, on va sentir que c'est beaucoup plus intense, que c'est beaucoup plus difficile, mais ça ne les empêche pas d'avoir mal. Les prostaglandines, elles jouent plusieurs rôles qui sont vraiment importants. La première, c'est de déclencher spontanément le travail. Ça participe à la maturation du col, au ramollissement du col, ça stimule les contractions et ça augmente la sensibilité à l'ocytocine. Et puis ça stimule aussi la production d'endorphines. Les prostaglandines, c'est l'hormone vraiment du « je me ramollis, je me mets en route », etc. C'est vraiment celle qui va vraiment aider. Les prostaglandines, c'est ce qu'on utilise quand on veut déclencher le travail, notamment quand on veut maturer le col. En fait, on utilise des tampons ou des ovules à base de prostaglandines qu'on vient mettre en contact avec le col.
Eh bien, naturellement, il faut que vous sachiez qu'il y a des prostaglandines dans le sperme. Et donc, en fait, quand en fin de grossesse, on vous dit « Ah, mais faites l'amour, allez-y, profitez-en, etc. » Ouais, en rigolant, je dis toujours « Ok, vous pouvez faire des câlins, profitez-en, etc. » Parce qu'après, peut-être que vous n'aurez plus envie pendant longtemps. Parce qu'après un accouchement et après l'arrivée d'un bébé, ça peut arriver que ce soit long après de avoir des relations intimes avec son partenaire. Mais dans les prostaglandines, en fait, moi je dis toujours c'est un bon combo prostaglandine-ocytocine. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous faites bien l'amour, et donc c'est là où je rigole souvent avec les couples, c'est que je dis, en fait, tu dois bien t'occuper d'elle plusieurs fois. Vas-y sur les préliminaires à fond, fais-la décoller plusieurs fois, parce que ça c'est quoi? Ocytocine. Et puis, à la fin, vas-y toi, et puis l'éjaculation et le sperme en contact avec le col, ça va aider à la maturation du col. Alors spoiler, c'est pas ça qui met en route les travails, parce que si jamais c'est le bon moment, oui, ça va être la petite étincelle qui va mettre le feu aux poudres et qui va faire que les femmes vont accoucher. Mais si c'est pas le bon moment, juste peut-être elle va ressentir quelques contractions, mais ça va pas déclencher le travail. Sinon, à chaque fois qu'on fait l'amour pendant la grossesse, on pourrait accoucher à tout moment. Alors, autre hormone importante, la prolactine. On la connaît beaucoup pour la lactation, mais en fait, elle réduit aussi le stress de l'accouchement. Et elle agit à nouveau en synergie avec l'ocytocine pour favoriser les contractions utérines, mais aussi la relation mère-enfant. Alors l'hormone dont on parle souvent en fin de grossesse, sur le 3e trimestre, c'est la relaxine. La relaxine, c'est l'hormone qui facilite, qui donne plus d'espace en fait au niveau des articulations. En fait, on devient comme un petit peu plus hyperlaxe. Ça facilite l'ouverture de l'espace du bassin parce que ça aide au relâchement des articulations, des tendons et aussi du col de l'utérus. Et évidemment, si la maman elle baigne dans la relaxine, le bébé aussi il en bénéficie et puis ça va l'aider notamment dans cette partie très physique de la descente dans le bassin, du passage dans le bassin. Il va être aussi comme un petit peu plus élastique et c'est ça aussi qui fait que comme il a les os de son crâne qui sont pas soudés, qui vont pouvoir se superposer, il va pouvoir y avoir des superpositions et ça va aider à réduire la taille de sa tête. Donc ça réduit aussi les hormones de stress grâce à la relaxation qu'elle induit, la relaxine. La dernière dont j'avais envie de vous parler, c'était la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone de la pénombre. D'accord? Elle est produite quand vous êtes dans la pénombre. C'est celle on dit, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens maintenant qui consomment de la mélatonine pour mieux dormir la nuit. Ça potentialise et ça renforce l'effet de l'ocytocine. Donc, ça protège l'énergie cellulaire aussi. Et elle a des propriétés qui sont apaisantes et calmantes. Après, elle aussi, elle va être perturbée avec la lumière. Donc je vous parlais déjà de ça pour l'ocytocine, mais la mélatonine, clairement, elle est inhibée par la lumière vive directement. Donc chaque fois qu'on allume un plafonnier, chaque fois qu'on entre sans frapper en laissant entrer la lumière du couloir, on perturbe cette hormone qui est aussi discrète. Et puis avec elle, évidemment, tout le travail hormonal de l'accouchement, mais dans son entièreté. En fait, il faut comprendre que toutes ces hormones, elles jouent les unes avec les autres. Si j'en perturbe une, je les perturbe toutes. Donc maintenant que je vous ai expliqué les hormones, je sais bien que c'était bien dense là, je suis désolée, mais pour comprendre tout ça, il faut comprendre ce que la femme, elle a concrètement besoin pour que ce balai hormonal se déroule correctement. L'environnement idéal, c'est un environnement qui est sécuritaire au niveau de la sécurité émotionnelle. Ça veut dire qu'en fait, on doit se sentir en confiance, on doit se sentir bien, on ne doit pas avoir l'impression qu'on est mal jugé ou je ne sais quoi. Ce qui aide énormément, c'est la pénombre, je vous avais dit, pour l'ocytocine, pour la mélatonine, c'est la chaleur, c'est le calme et c'est l'intimité. Pas de questions précises auxquelles la femme doit répondre. Moi, je me rappelle de la sage-femme qui, pendant l'accouchement de mon premier, me disait « Et pour le petit déjeuner, vous voulez du pain blanc ou du pain gris, du thé ou du café ?» C'est pas le moment, en fait. On parle pas à la femme qui est en train d'accoucher pour lui poser des questions de ce type-là. On va juste soutenir, on va observer et on va l'accompagner. Et on aura encore le temps de lui demander ce qu'elle veut au petit déjeuner si jamais on a besoin de lui demander. Pas d'observation constante, pas de lumière agressive, pas de cialytique en plein sur son périnée. Les mêmes conditions que quand vous faites l'amour, exactement les mêmes hormones. Donc pour soutenir les hormones de l'accouchement, on doit soutenir la femme, la mettre dans un état d'intimité, de sécurité, comme quand elle accepte de faire l'amour avec quelqu'un. Ce qui va l'aider, c'est aussi le fait de pouvoir vocaliser. On parle de la voix et des sons graves, d'accord ? Les sons graves, ça apaise le système nerveux, ça favorise la détente, puis ça aide à sécréter les endorphines. La vibration,
en fait, ça aide aussi beaucoup le bébé. Et quand on écoute les femmes qui accouchent, elles changent de son au fur et à mesure. Ça fait partie des éléments, en tant que sage-femme, qu'on reconnaît et qui nous font dire « Ah, ça y est, il est en train de descendre dans le bassin. » Ça, c'est bien. On dit aussi, vous avez certainement dû entendre un bouche molle, col mou. Une bouche qui est détendue, et ben en fait, c'est aussi le col qui va se relâcher. Anatomiquement, ça se ressemble beaucoup. Les gens qui font de la voix, de la chorale, etc., ils vous diront qu'il y a un lien entre le périnée et le son. Et ben, si ça fonctionne pour le chant, ça fonctionne aussi pour l'accouchement. Et ce lien entre la tension de la bouche et du col, ben en fait, c'est physiologique. Et ben, on peut vraiment soutenir ça en faisant des oh, oh, d'accord, quand on fait des oh bien graves, on peut pas contracter en même temps sa bouche. Si on contracte en haut, on contracte en bas. Si on contracte en bas, on retient son bébé. Alors on peut, vous savez, on dit ouais, on peut sucer une sucette ou alors trouver quelque chose à vocaliser. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup pour ma deuxième. Je me souviens, je faisais le bruit de la grotte. C'était un truc que j'avais appris au yoga. Je ne l'ai fait que pour cet accouchement-là, mais visiblement, ça m'a beaucoup aidé. On dit aussi qu'on peut faire le bruit du cheval, là, c'est une expiration bruyante avec les lèvres relâchées. Tout ce qui relâche la bouche, eh bien, en fait, ça aide le col. Donc la femme, elle doit se sentir libre de faire du bruit, de faire des bruits avec sa bouche, de faire des oh, des ah, des om, j'ai beaucoup entendu aussi. Ça va aussi beaucoup aider. Évidemment, la mobilisation. Le fait de bouger, ça c'est vraiment essentiel. La mobilisation, ça permet d'ouvrir l'espace pelvien, puis parfois ça aide à renforcer la contraction aussi, ça aide le bébé à trouver sa voix, on va jouer avec la gravité. Les femmes, elles changent naturellement de position en fonction de la position de leur bébé, si on les laisse faire évidemment, d'accord. Quand les bébés sont dans des positions asynclites, donc avec la tête qui est mal mise clairement dans le bassin, et ben moi je vois les femmes qui prennent des positions qui sont asymétriques avec un pied plus haut d'un côté que de l'autre, ou sur le ballon, ou suspendu à une barre, ou voilà. En fait, les femmes peuvent vraiment bouger, et plus elles bougent, plus elles changent de position, plus ça les aide. Et surtout, en fait, il faut comprendre qu'on change de position non pas pour avoir moins mal, mais pour mieux guider son bébé. Et donc, plus on accepte la sensation et on se laisse guider par la sensation, plus c'est fluide. Et ça, c'est important qu'on le dise parce que je pense que beaucoup de femmes, quand elles se préparent à la naissance physiologique, elles pensent qu'elles doivent avoir moins mal, et que la clé c'est ça, c'est que si je me suis préparée, je vais avoir moins mal et je vais mieux gérer les contractions. C'est pas le cas, parce qu'à ce moment-là, on se tape plus de contractions pour rien, juste parce qu'on a cherché des positions où on avait moins mal. Mais donc, si jamais il y a des bébés qui se placent mal, faites confiance à ce que va vous dire votre sage-femme, elle va vous aider à trouver des positions pour guider votre bébé. Et là, potentiellement vous aider. Mais naturellement, moi je fais d'abord en première intention, je laisse les femmes faire. Je les observe, puis je vois quand les bébés d'ailleurs sont pas super bien mis, rien que comment elles se mettent. Et si jamais il y a besoin que j'intervienne plus, alors j'interviendrai après. Alors pour ce qui est de la gestion de cet inconfort, de ce qu'on appelle la douleur pendant l'accouchement, j'aimerais bien qu'on trouve un autre mot, mais pour l'instant ça n'est jamais arrivé. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent influencer la perception de la douleur. D'accord ? Tout ce qui est stimuli désagréables qui détournent l'attention. Ces dernières années, on a beaucoup parlé du peigne, le fait de serrer un peigne dans la main pendant une contraction. En fait, la pression cutanée du peigne, des dents du peigne dans la paume de la main, ça détourne le signal douloureux et donc les femmes peuvent comme serrer le peigne. Mais j'ai des femmes qui sont quand même blessées avec ce genre de choses. J'ai vu des femmes qui avaient tellement serré fort. Donc, alors pas des blessures ouvertes, etc. Mais on voyait quand même qu'elles avaient vraiment forcé très fort. Alors, à la place du peigne, on peut utiliser tout objet qui donne une sensation. J'ai des femmes qui utilisent des duplos, des dinosaures. Ouais, tout est en fait possible. Il y a aussi des grosses boules de massage là, avec des espèces de petits picots. On peut utiliser ça aussi. Dans la même idée, on peut utiliser aussi du froid, dans le même principe de la stimulation sensorielle qui va détourner l'attention. Et ben, on peut par exemple utiliser des glaçons. Bon, évidemment, si on est chez soi, ça marche mieux que si on est à l'hôpital, parce que se balader avec des glaçons à l'hôpital, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais le fait de tenir des glaçons dans la main, si vous le faites, vous pouvez vous préparer à la naissance comme ça. Vous pouvez tester ça et essayer de tenir le plus longtemps avec les glaçons. Et d'ailleurs, être plus ou moins accompagné par votre compagnon ou par votre compagne pour pouvoir voir comment est-ce que ça se passe quand vous êtes comme actif auprès d'elle pour pouvoir l'aider. Ça peut fonctionner comme préparation, donc les glaçons. Alors, il y a un nouvel outil qu'on a acheté, nous, à la maison de naissance, qui est le TENS. Donc, c'est
une stimulation par électrode, des impulsions électriques qu'on sent dans le dos, donc des petits courants électriques, qui peut être utile aussi pour gérer les contractions. Et il y a d'ailleurs sur le TENS qu'on a acheté une fonction boost, donc au moment de la contraction, on peut appuyer sur le bouton et donc la décharge est plus importante. Ça peut aider justement à gérer le fait de vouloir détourner la sensation douloureuse. A l'inverse, donc je vous ai parlé de stimuli désagréables, on peut utiliser des stimuli agréables et relaxants. Notamment par exemple l'eau chaude, on parle du bain beaucoup, l'eau chaude ça relâche les muscles immédiatement quand même, quand on a fait une grosse journée puis qu'on est fatigué, prendre un bain en général ça nous fait du bien. Eh bien le bain chaud fait partie des choses qui peuvent aider à relâcher, à relaxer. Dans les stimuli positifs, il y a par exemple aussi la musique, on peut choisir la musique qui nous fait du bien, qui nous booste, qui nous donne beaucoup de sensations de puissance, de bien-être, etc. On peut utiliser un casque Bluetooth quand on est dans un milieu qui fait beaucoup de bruit, je pense notamment justement à l'hôpital. Par exemple il y a des bips, etc. Le monitoring, on peut mettre un casque Bluetooth pour vraiment comme fermer la sphère autour de soi. Ça peut être un moyen d'utiliser ça. Les odeurs fonctionnent bien. Tout ce qui est aromathérapie, on peut utiliser les huiles essentielles, etc. Des choses qui sont safe pour la grossesse et l'accouchement et l'allaitement, c'est quand même important. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous soutient régulièrement dans votre vie de tous les jours, en fait, vous pouvez l'utiliser aussi pour l'accouchement. Et il existe aussi des synergies spécifiques pour l'accouchement. Ça peut être aussi du linge imprégné des odeurs familières, sécurisantes. Je pense souvent d'ailleurs quand c'est pas un premier bébé, les femmes parfois elles ont envie d'avoir un vêtement de leur premier. Ça les aide énormément de sentir l'odeur de leur premier, de leur premier bébé. Voilà. Et alors, dans cette idée de stimuli, de sensations, d'éveil des sens, etc., je vous ai parlé de la pénombre. Et ce qui peut aider parfois, c'est le masque de nuit. Vous voyez, celui qu'on utilise aussi dans les avions. En fait, ça va réduire la stimulation visuelle, puis ça va favoriser un état modifié de conscience. Moi, j'utilise cet outil, notamment quand je médite. Et en fait, ça, plus le casque Bluetooth, en général, on est vraiment dans sa petite bulle, quoi. Alors il existe aussi des choses qu'on peut faire pour soulager physiquement par pression. Alors ça peut accentuer, voire soulager parce qu'on va essayer d'ouvrir l'espace. Ça va être par exemple la pression au niveau du sacrum, dans le bas du dos, au niveau du sacrum. Si on appuie, je dis souvent on appuie puis on va vers le bas. Ça va soulager les douleurs qui sont liées en fait à la tête du bébé dans le bassin qui fait pression. Et donc souvent ça va dire on va libérer encore un petit peu plus d'espace et ça va soulager. J'ai des femmes qui des fois demandent d'appuyer très 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 fort. On peut aussi faire justement la double pression au niveau des hanches, au niveau en fait on appuie sur les ailes iliaques, ces espèces d'ailes que vous avez sur le côté du bassin, qu'on sent sur le côté. Si on appuie simultanément des deux côtés comme pour appuyer, comme pour refermer, mais en fait ça va ouvrir le bas, et bien ça va aider à ouvrir le bassin et à positionner le bébé pour plonger vers la sortie. Alors une chose dont on ne parle pas souvent, un sujet qui est plutôt tabou, c'est le fait d'utiliser la masturbation, la stimulation clitoridienne pendant le travail, parce que c'est des outils qui peuvent vraiment beaucoup aider. Je vous ai déjà fait un épisode sur le sujet, je peux vous le mettre dans le lien dans la description de l'épisode, parce que du coup là je vous en parle un petit peu, mais pas de manière aussi poussée. Mais voilà, la stimulation clitoridienne, ça va aider à libérer de l'ocytocine, ça va favoriser la détente, libérer des endorphines, ça peut déclencher le réflexe d'éjection du bébé. Et ça forme un peu comme un coussinet de protection pour le passage du bébé aussi, parce que en fait tout est comme vasodilaté encore plus, puis ça peut être aussi plus confortable. Alors c'est pas une recommandation systématique, mais c'est quelque chose que j'aime bien donner comme information, parce qu'en fait si elle en ressent le besoin, c'est son corps qui lui parle, etc., et que l'accompagnant qu'on est nous, en fait, devrait rien avoir à dire. Si la femme elle a besoin de se masturber, de toucher, de stimuler son clitoris, en fait qu'elle le fasse. Évidemment, ce sera beaucoup plus facile si elle se sent en sécurité, si elle se sent en sécurité avec les personnes qui sont autour, d'où le suivi global et le fait qu'on en parle et le fait que ce soit pas tabou, parce que souvent les femmes qui ont recours disent en fait ça va. Ça m'a fait du bien, etc. Mais d'abord, elle va pas le dire tout haut. D'abord, nous, on n'est pas toujours fixés sur ce qu'elle est en train de faire. On les laisse faire, on peut leur laisser l'intimité, etc. Donc voilà. Alors maintenant, on va revenir à cette sale nature. D'accord. Ça a été une longue partie où je vous explique la physiologie de l'accouchement dans ses grandes lignes, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, etc. Mais je vous remets dans la salle.
cette belle salle magnifique avec cette belle fresque, avec cette possibilité de mettre des petites lumières, de la musique. Il y a peut-être une enceinte Bluetooth qui est connectée, etc. Alors, on va regarder ce qui s'y passe souvent par défaut, malheureusement. La première chose, le monitoring continu. Dans la majorité des maternités, la femme en travail à bas risque, elle est quand même mise sous monitoring en continu. Alors, pas parce que c'est une indication médicale, mais c'est un peu plus par protocole et puis par habitude. Il ne faut pas oublier en fait que l'auscultation intermittente, c'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, qui disent clairement que pour un travail à bas risque, en fait, l'auscultation intermittente, c'est suffisant et c'est même préférable. Le problème, c'est préférable parce qu'en fait, on sait que les outcomes sont meilleurs avec l'auscultation intermittente, qui a moins d'intervention qu'avec le monitoring en continu. Le problème, c'est que pour faire de la bonne auscultation intermittente, en fait, il faut avoir du one-to-one. Il faut avoir une femme, une sage-femme, et puis il faut avoir cette possibilité de venir écouter très régulièrement le cœur du bébé pendant 1 minute tous les 15 minutes. Forcément, dans le système hospitalier comme on le vit actuellement, en fait, c'est pas possible. Parce que en fait, les sages-femmes ne suivent pas qu'une seule femme et elles ne peuvent pas être mobilisables que dans une seule chambre. Donc quand c'est le cas, j'ai entendu encore une collègue qui disait voilà, moi j'étais contente parce que ce jour-là il n'y avait personne et il y avait cette femme qui voulait accoucher physiologiquement et donc j'ai pu l'accompagner entièrement et pleinement. Mais c'est vraiment pas la majorité des cas parce que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc le monitoring en continu, ça fait de la lumière, ça fait du bruit, parce que même si on le met avec le son le moins important, en fait, il va y avoir des alertes et les sages-femmes vont revenir à chaque moment, à chaque instant. Et alors, on va pas se mentir, parce que même moi, je le vis quand j'accompagne des naissances qui doivent aller à l'hôpital, c'est qu'on a les yeux rivés sur ce monitoring. On est tout le temps en train de regarder les chiffres, on est tout le temps en train d'observer, et on en arrive à avoir le compagnon ou la compagne qui sont en train de dire « Ah, tu vas avoir une contraction, là, etc. » Donc en fait, on est comme déconnecté de ce qui se passe réellement dans le corps, parce qu'on est bloqué par cette machine qui nous donne des informations. Et alors, si on laisse du son et puis que ça sonne parce qu'on capte plus le bébé, parce que voilà, en fait, ça fait du bruit, c'est des alarmes, et ça crée de l'adrénaline dans la pièce, donc chez la maman, chez l'accompagnant, et puis parfois chez les soignants. Donc c'est pas du tout neutre. Le monitoring, c'est une vraie perturbation sensorielle et hormonale directe. Vu tout ce que je vous ai raconté, vous avez bien compris. La deuxième chose, dans le système médical, qu'est-ce qui se passe? On examine les femmes. Combien de touchés vaginaux sont réellement nécessaires pendant un travail physiologique? Honnêtement, très peu, voire pas du tout. Nous, en tout cas, on peut se permettre parfois de pas du tout examiner les femmes. Mais en fait, c'est presque la première chose que les femmes vivent quand elles arrivent à l'hôpital. Quand on les prend en salle d'admission, on va d'office déjà les examiner pour voir où elles en sont, pour savoir, c'est comme si c'est la première porte, on vérifie, ah non, vous n'êtes pas assez dilaté, vous pouvez repartir, c'est un peu ça. Même si on les jette pas comme ça, en général, il y a un petit monitoring, on réexamine, voilà. C'est une réalité, c'est assez souvent comme ça que ça commence, ça démarre par un toucher, et puis après, c'est régulièrement à nouveau un toucher. À nouveau, dans les situations où j'accompagne mes patientes, en fait, moi je vais essayer de limiter au maximum, mais j'ai eu une fois une de nos patientes, la sage-femme qui nous a accueillis à l'hôpital, c'est la première chose qu'elle m'a demandé, c'est « T'avais quoi au toucher là à l'arrivée ?» Je dis « Mais je ne l'ai pas examiné. » « Ah mais il faut l'examiner, ça doit être dans mon dossier, je dois dire à combien est-ce qu'elle est quand elle arrive. » Je dis « Écoute, elle est à la limite en train de pousser là, donc tu t'as qu'à dire qu'elle est complète. » Elle dit « Mais si elle n'est pas complète et qu'il y a un rebord de colle. » Donc c'est toujours et si. Mais du coup, on se rend bien compte que c'est pas ça qui soutient les femmes, parce qu'en plus, si je lui dis peut-être que si jamais, etc., je ne la soutiens à nouveau pas. Dans la physiologie, je la soutiens pas dans le fait de lui donner confiance, mais je la laisse dans la peur, donc plus d'adrénaline, etc., etc. L'examen à l'entrée, l'examen toutes les X heures. Alors ça va changer d'un hôpital à l'autre. C'est bien, il y a des hôpitaux où j'entends maintenant qu'ils examinent plutôt toutes les 3 à 4 heures que toutes les 1 à 2 heures. Mais c'est pas tout le temps, ça va dépendre de qui travaille, etc. Mais ça va être au changement d'équipe, ça va être quand même à intervalles réguliers, etc. pour savoir où on en est. Mais en fait, chaque toucher vaginal, c'est une intrusion physique. Ça sort la femme de son état modifié de conscience, parce qu'en fait, on va lui demander de se mettre dans le lit, sur le dos, le temps que je l'examine, etc. Ça stimule son néocortex, et ça peut venir générer de la peur, de la douleur, de la honte, parfois. Et je pense que c'est pas une question de mauvaise intention, mais c'est dû à cette norme systématique qui s'est installée et qu'on questionne finalement plus. Mais à nouveau,
en fait, je la ramène vers son cerveau qui réfléchit, etc. Et puis si en plus je lui donne les chiffres, je vais à nouveau lui donner à réfléchir. Et si en plus je lui dis, en fait, ça n'a pas évolué, des fois ça n'a pas évolué, ça ne veut rien dire, parce que des fois c'est juste normal que ça n'ait pas évolué depuis 2 heures, ça va évoluer, il faut laisser le temps au temps. Et le fait de juste commencer à quantifier, puis surtout à pointer du doigt, ça va pas soutenir le processus. Je crois pas que ce soit la faute des soignants, que le système ne le voit pas. La plupart, je pense, des sages-femmes, et j'espère des gynécologues, sont plutôt bienveillants, mais ils ont été formés dans un système qui forme à la vigilance, à la surveillance, à cette peur de la complication potentielle, et pas du tout à la présence, le soutien, l'accompagnement, etc. Le monitoring, le toucher, l'entrée régulière dans la salle, les questions, l'environnement, la lumière, etc. Tout ça, c'est devenu tellement normal que c'est devenu comme invisible. Mais c'est le fond du problème du système, en fait. On l'entend même plus. On se rend même plus compte, en fait, que c'est un système qui ne soutient pas le processus. Et alors, on a de plus en plus du travail qui est comme ça dystocique. Ça veut dire qu'il n'avance pas avec un rythme régulier comme on attend normalement. Et du coup, on se retrouve à faire quoi? On va potentialiser le travail. On va juste mettre un tout petit peu d'ocytocine. On va rompre la poche. Enfin, voilà, que des choses, voilà, qui sont quasi systématiques parce qu'en fait, le système de base, on va dire vraiment les fondements même de comment est-ce que c'est censé se passer ne soutient pas la physiologie, donc on se retrouve à devoir intervenir médicalement pour pouvoir aider à ce que le travail continue. Et c'est vrai que dans cette interview que j'ai eue avec ce gynécologue, on parlait des chiffres qui sont tellement bons en extra-hospitalier, et il dit ça vend du rêve, etc. Je lui dis mais en même temps, vous ne pouvez pas comparer ce qui se passe à l'hôpital et ce qui se passe en dehors de l'hôpital, pour des tas de raisons. Mais je disais en fait, ce qui serait comparable, c'est de ne prendre que les naissances physiologiques à l'hôpital, qui ça veut dire des accouchements qui se sont déclenchés spontanément et sans ocytocine de synthèse, donc on n'a pas potentialisé le travail, on n'a pas non plus mis de péridurale. Et alors là, il m'a dit, mais la péri, c'est physio. Non, la péri, c'est pas physio. La péri, ça empêche les femmes de bouger, la péri, ça ralentit le travail, la péri, c'est pas physio. C'est dire, voilà. Je ferai peut-être un épisode complet sur le sujet, mais la péri, c'est pas physio. Donc, c'est pas une jolie salle, physiologique, soi-disant, etc., avec sa baignoire, etc. Ça va pas changer le système de base médical, le système de fonctionnement du service. C'est comme juste une belle façade. Mais une salle physiologique, c'est pas une salle avec une baignoire, c'est une salle avec il devrait y avoir une certaine intention à l'intérieur et des pratiques qui la respectent. Et ça, je pense que on peut clairement en bénéficier, mais il faut que ce soit dans des conditions qui soient favorables pour vous. Ça veut dire que c'est pas un service qui est complètement saturé, c'est pas avec une sage-femme en moins parce que finalement il y a eu des soucis dans le calendrier ou parce qu'il y avait une sage-femme qui était malade et qui n'a pas pu être remplacée. Enfin voilà, dans la réalité, il faut que toutes les étoiles soient bien alignées pour pouvoir avoir l'accouchement physiologique dont on rêvait dans cette salle physiologique. Est-ce que ça veut dire que la salle nature ne vaut rien? Non, ça veut dire que c'est pas suffisant. D'accord, le décor, c'est pas ça qui va soutenir l'accouchement, mais c'est les pratiques qui doivent suivre. Et je pense que c'est important que vous en soyez conscient pour pouvoir préparer le terrain et pour préparer les choses, pour pouvoir soutenir la physiologie dans un système qui ne la soutient pas. C'est pour ça que je dis souvent, en fait, ramène ta maison à l'hôpital. Ramène ta lampe de sel, tes petites guirlandes, tes bougies LED, tout pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus soutenant et que tu arrives à mieux rentrer dans ta bulle, etc. Pour savoir ce que tu cherches et pouvoir le formuler clairement, eh bien, voilà, il faut réfléchir à qu'est-ce qui ne va pas. Donc les questions à poser peut-être avant d'entrer dans la salle d'accouchement et à discuter justement avec l'équipe médicale qui va t'accueillir, donc peut-être pendant que tu feras la visite de la maternité, c'est peut-être savoir quelle est la politique de cet hôpital pour le monitoring pour un travail à bas risque. Est-ce que c'est le monitoring en continu? Si c'est pas en continu, est-ce que c'est de la télémétrie pendant un certain nombre de minutes et puis après on le retire? Est-ce que l'auscultation intermittente est possible? Combien est-ce qu'ils font de touchés vaginaux habituellement? Enfin, tous les combien? Est-ce qu'il y en a d'office 1 à l'entrée? Comment est-ce que ça se passe par la suite? Est-ce qu'on peut utiliser la baignoire dans tous les cas de figure ou quand est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser? Et c'est là où on entend « Ah oui, si vous avez rompu votre poche, etc., vous ne pouvez pas l'utiliser. » C'est quand même important de le savoir aussi, parce que ça vend du rêve, et puis finalement on ne peut pas. Ou alors on vous dit « Ah oui, la baignoire, vous pouvez y aller pour la dilatation, mais pas pour la naissance. » D'accord? Donc,
faut quand même comprendre que voilà, il y a tout ça qui peut rentrer en ligne de compte et c'est important de discuter. Ce qui fait vraiment la différence, les vrais leviers de la physiologie, l'obscurité ou la lumière douce choisie, etc. Donc avoir la possibilité, effectivement, comme je disais, de venir avec sa petite lampe, de pouvoir fermer les rideaux, ça peut beaucoup aider. Le silence, ou en tout cas les sons que tu choisis toi-même, hein, ça veut dire peut-être la musique avec ton enceinte Bluetooth, ou le casque. La mobilité, pouvoir bouger librement. Donc à nouveau, ça questionne l'histoire du monitoring. Alors maintenant, la plupart des hôpitaux ont des télémétries, hein, donc ça veut dire des monitorings sans fil. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter que ce monitoring soit posé en continu. C'est pas parce qu'il n'y a pas de fil que d'un seul coup je dois l'accepter tout le temps. Vous avez le droit de dire stop. Voilà, c'est une possibilité. Le moins d'intrusion possible, d'accord ? Ça veut dire aussi demander que quand on frappe, on attend qu'on dise que vous pouvez rentrer. Ça, c'est la moindre des politesses, c'est la moindre des choses. Et la plupart du temps, ce que j'observe, c'est que des fois on toque, mais des fois on toque pas et les gens rentrent dans cette pièce comme si de rien n'était. Mais à nouveau, vous devez être dans les mêmes conditions que quand vous faites l'amour et il y a des choses que vous accepteriez pas. Donc ça, c'est important. Et le fait, à nouveau, donc une femme qui est en salle nature, elle a envie vraiment d'être soutenue, elle n'a pas envie d'être voilà, dérangée régulièrement, etc. Ne serait-ce que pour cette histoire de toucher vaginaux tous les X temps. Hein, c'est pas parce qu'on a une belle salle que ça veut dire que on va respecter tous nos choix et puis qu'on va surveiller, on va soutenir le processus de la naissance. C'est comme si vous demandiez à avoir une chambre dans un hôtel 5 étoiles, avec un beau décor, avec une magnifique suite, etc. Puis qu'on venait te réveiller toutes les 2 heures. Bah, en fait, le décor, ça remplace pas du tout le respect du sommeil. Bah, le décor, ça remplace pas du tout le respect de la physiologie, clairement. Ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est le fait de se questionner. C'est pas une réponse définitive, hein, c'est juste se questionner. La prochaine fois que tu visites une salle de naissance, puis que tu lis une description sur un fascicule d'une maternité ou que tu choisis une maternité, demande juste toi, est-ce que les pratiques de cette équipe soutiennent ce que mon corps a besoin de faire ? Ou est-ce que la jolie salle, elle me rassure sans que rien ne se change vraiment parce que le système, il n'est pas fait pour me soutenir. La physiologie, ça n'a pas besoin d'un beau décor. Ça a besoin de sécurité, d'intimité, d'obscurité, de calme et d'une équipe qui sait que son rôle principal, en fait, c'est de ne pas déranger. C'est de soutenir, c'est d'accompagner, c'est dans les moments de doute, de crainte, de savoir comment rebooster, mais c'est tout. Si cet épisode t'a plu, eh bien, partage-le à une femme qui est sur le point peut-être d'aller visiter sa maternité pour pouvoir poser toutes les questions et peut-être se rendre compte de la réalité du système et de pouvoir s'y préparer, parce que je pense que le problème c'est qu'on ne se prépare pas vraiment à ça, on se prépare à la douleur, on se prépare, voilà, mais on ne se prépare pas au fait que le système en tant que tel n'est pas fait pour soutenir le processus physiologique, et donc s'y préparer au maximum pour pouvoir comme créer sa bulle à l'intérieur de l'hôpital, c'est très très important. L'hypnonaissance peut aussi beaucoup aider à pouvoir justement se mettre dans un lieu de sécurité, traverser sereinement le travail, etc. Et utiliser des outils justement pour comme couper toutes les stimuli autour de soi, ça peut beaucoup aider. Mais donc, n'hésite pas à lui partager et à le partager aussi sur les réseaux, ça m'aide beaucoup à faire rayonner le podcast parce que c'est comme ça que vous me faites grandir, ça c'est sûr et certain. On approche tout doucement des 100 000 écoutes, donc c'est vraiment un honneur, une joie de continuer à animer ce podcast depuis 3 ans et merci à vous tous, auditeurs et auditrices de ce podcast. Je ne sais pas comment vous faire comprendre à quel point je suis en gratitude avec tout ce que je vis avec cette belle aventure de sage-femme authentique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.